commencer cette deuxième partie du chapitre 2, relatif à l'estimation. Après avoir déjà fait la partie 1. Voilà. Donc, on a dit dans la partie 1, on a donné certaines définitions et propriétés. Et ici, on va aborder les méthodes d'estimation. Donc voilà. Donc il existe dans la littérature plusieurs méthodes d'estimation qui ne relèvent pas de l'objectif de notre cours. Dans ce chapitre, on développera 3 méthodes différentes à savoir. Donc on s'intéresse seulement à certaines méthodes. Comme j'ai déjà dit, c'est une base, on va essayer de comprendre certaines méthodes qui sont plus utilisées. Donc, il y a trois méthodes, 2 relatives aux méthodes ponctuelles, comme on verra, hein, et une par la méthode qu'on appelle intervalle de confiance. Donc 2 dans ce qu'on appelle les méthodes ponctuelles, méthode des moments et méthode maximum de ressemblance. Donc la méthode des moments, c'est une méthode simple, hein, on verra tout de suite. Mais il faut pratiquer un petit peu pour comprendre, pour l'utiliser. Hein. C'est très simple, on verra, mais malheureusement, les étudiants en général ne comprennent pas cette méthode, malgré qu'elle est simple. Puis, on passera à la méthode de maximum de vraisemblance. Donc, cette méthode, elle est très bien, très utilisée en statistique mathématique, c'est-à-dire en théorie, le fait qu'il possède des propriétés très importantes. Donc la troisième méthode, on a dit que s'appelle méthode de l'intervalle de confiance. Voilà. Donc on va commencer par la méthode des moments. Donc voilà le principe général que j'ai essayé de résumer hein, ici. Hein, on va essayer et puis on verra un exemple tout de suite après. Donc notons par MK l'espérance par rapport à θ, l'espérance de x moins MK. Puissance k, donc les moments d'ordre k, théorique d'ordre k. Et mk, étoile, 1 sur n, sigma de i est égal à 1 jusqu'à n, xi moins m1 étoile, k. Donc les moments empiriques d'ordre k. Ou soit, donc ici, celui-là, soit est égal à 0, les deux sont égales à 0, donc on aura, voilà. Et ou bien M1 est égal à l'espérance de x et M1 étoile est égal à x bar. Donc on aura le moment centré par rapport à la moyenne, bien réduit. Pour déterminer les estimateurs, ici on suppose que θ est un vecteur, il y a plusieurs, il a les coordonnées. Hein. Donc on note par convention ici étoile pour l'estimation par cette méthode de moment. Relatif au paramètre θ. Donc on a ça, c'est l'estimateur relatif c'est suivant la méthode des moments. On procède par. Donc pour déterminer ces estimateurs qu'on note θ étoile, hein, du cas paramètre θ1 jusqu'à θn, hein, on utilise cette méthode-là. La démarche, c'est celle-là. Calculer les cas moments théoriques. On verra tout de suite après. On va calculer quoi est égal à celle-là. Par rapport à θ, on va apparaître le θ. θ qui est fonction évidemment, ici, celle-là, il va apparaître ceci qui va apparaître, ces paramètres-là. Donc on va calculer cette espérance, ils vont apparaître ceci. Donc MK. Calculer aussi les moments empiriques. Calculer les moments empiriques, celle-là, on va calculer. Ce sont des estimateurs correspondants. Hein, MK sont des estimateurs. Donc, puis, on égalise les cas moments théoriques avec les cas moments empiriques. Donc, on va égaliser, voilà. Donc là, ici, on va calculer, on va remplacer cette quantité-là, après avoir calculé évidemment cette espérance-là. On va la calculer, on va la remplacer par la valeur trouvée. Et la même chose ici, hein, on va remplacer par l'une des formules. Pour M1, on va faire 1, etc. etc. Donc nous aurons, pour obtenir, donc nous aurons K équation de 1, donc
1, 2, bon ici c'est 2 normalement, jusqu'à voilà, 1, 2, jusqu'à K, hein. Et donc K, équation, et K inconnu. Les inconnus, c'est celle-là de θ1, θ2, θ jusqu'à θ. Donc évidemment ici, on va, une fois qu'on, théoriquement, une fois qu'on résout ce souci, on va trouver la solution unique. Donc voilà l'exemple pour comprendre. On va comprendre ici cet exemple. Donc ici qu'on va comprendre la méthode précédente. Donc soit x1 jusqu'à xn, un estimateur extrait d'une variable x de loi gamma, hein, le paramètre p et θ. On sait que, donc ici on suppose qu'on a la formule, hein, ça on le calcule à partir évidemment de la densité, l'espérance, et puis on calcule. Donc l'espérance de x est égale à p sur θ, dépend du paramètre p et θ. La variance, la même chose, dépend de ces deux paramètres, p et θ. Ici sont des paramètres inconnus. Voilà. On vient, ici on a deux inconnus, p et θ, donc ça veut dire on va faire deux équations. On peut choisir l'équation qu'on veut, mais évidemment ceux qui font apparaître, ceux qui sont plus simples. Ceux qui vont faire les équations qui sont... Parfois on a plusieurs façons de faire ces équations. Donc les plus simples, de fait ça dépend où il va apparaître les paramètres plus simplement ici. Donc, ici, c'est la partie théorique, espérance théorique, il est là, puis espérance empirique. C'est la moyenne, le meilleur estimateur relatif à la formule qu'on a vue. Voilà, on va égaliser ces deux-là. Hein. Puis, ici, la même chose, on aura la partie théorique et la partie empirique. Ici, on peut remplacer par S' au carré. C'est la même chose, mais la formule, ça devient la même chose. Donc, on a ici deux inconnus, θ, P et θ, et deux équations. Donc, théoriquement, on va trouver, évidemment, si ce ne sont pas linéaires, évidemment, on va trouver deux solutions. Voilà les solutions, la solution étoile, on va noter étoile, donc c'est ça les solutions qu'on a trouvées. Donc voilà, je reprends. Donc ici, je vais mettre la partie théorique, la formule théorique, ou bien le résultat théorique de cette espérance-là. Et là, c'est la partie empirique. La même chose ici, la variance empirique, théorique, c'est la variance empirique, tout simplement. Donc maintenant, on passe à la méthode du maximum de ressemblance. On commence par la définition. C'est quoi donc θ chapeau, ici, vous voyez, j'ai utilisé étoile pour le cas d'estimateur par la méthode de moment. Ici, j'ai mis chapeau pour la méthode du maximum de ressemblance. Donc, il est un estimateur du maximum de ressemblance, on abrégé EMV, de θ s'il existe, s'il maximise la fonction de ressemblance. Cette fonction-là, pour nous, voilà, cette fonction-là, voilà, on maximise par rapport à θ. Donc, l'inconnu pour nous, c'est θ. C'est θ qui est inconnu. XL est là, oui, c'est une variable, mais elle est muée ici. Hein. Il ne va pas jouer vraiment. Il joue évidemment son rôle, mais il ne va pas être intervenu. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est θ. Donc, on cherche θ qui est inconnu. Donc, c'est comme une fonction, si vous voulez, si vous avez simplement une seule variable, hein, un seul inconnu, c'est comme si, entre guillemets, hein, une fonction d'une seule variable. C'est pour ça il est mouillé, c'est un paramètre pour il est là. Donc là, on verra comment on va faire. Vous savez comment résoudre ce problème-là. Proposition, c'est x1 jusqu'à xn, un échantillon aléatoire simple d'une variable x de densité de probabilité f xθ de classe C2. Ça veut dire que la fonction est deux fois dérivable et que la dérivée est continue, la dérivée seconde continue. Bon, ça d'une part, et d'autre part, je vous rappelle que j'ai donné une définition générale dans la partie 2 de ce chapitre-là pour cette fonction densité. Donc, la définition que j'ai donnée, elle est valable, la densité que j'ai donnée est valable aussi pour le cas discrète, pour les variables discrètes. Si x est une variable discrète, on a donné, regardez la définition, elle est la même chose. Celle-là, j'ai donné la définition criticale dans ces conditions. Alors, une condition nécessaire et suffisante pour qu'un estimateur θ chapeau soit un estimateur de maximum de ressemblance est que, vous savez les conditions, la dérivée
partielle par rapport à θ est égal à 0, et la dérivée seconde appliquée, il faut faire attention, appliquée à θ chapeau, la solution qu'on trouve ici, soit étant négatif. Voilà. On passe à l'exemple. Premier exemple. On garde toujours notre exemple où l'échantillon x1 jusqu'à xn est extrait d'une variable x de loi de gamma, on l'a déjà vu. Mais cette fois-ci, on suppose que P est connu, et θ est le paramètre inconnu. Donc θ, ce qui est inconnu. Donc ici, on a deux paramètres, mais celui-là, on suppose qu'il est connu. Donc c'est un inconnu, pour nous, c'est θ. On rappelle que la fonction densité est donnée par cette formule. P, θ, x sont tous positifs. Donc voilà. Donc, on a écrit l'écriture de la fonction densité. Et puis, on va dériver par rapport à θ. Je considère que θ, on a dérivé partielle par rapport à θ. Donc ici, on a le produit, on prend cette fonction avec cette fonction. C'est comme si le produit de deux fonctions, f, bien h et g. Voilà. Celle-là, c'est une partie, celle-là, c'est une autre partie. Vous savez, la dérivée de produit de deux fonctions, vous connaissez déjà ça. Donc, je dérive celui-là par rapport à θ et non p. P, c'est une constante par rapport à θ. Donc, j'aurai p, θ, p moins 1. Celle-là, c'est une constante, reste dans la même. Donc, celle-là reste ici. Maintenant, je laisse celui-là, il est là. Et puis, je dérive cette partie-là. Mais par rapport à θ, pas x, θ. Donc, j'aurai ici la dérivée, c'est moins x, je dérive ça par rapport à θ, c'est moins x, ceci reste le même. Voilà. Puis je vais mettre ce facteur-là en facteur, cette quantité au facteur. Qu'est-ce qu'il va me donner ici? Ici, θ p moins 1, ça va égal à θ p, exposant p, multiplié par θ moins 1. Vous connaissez, c'est la formule. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il va rester? Donc si je mets ça en facteur, il me reste où est la dérivée, le P qui est là, donc P, et puis le θ moins 1, voilà. Ici, il va nous rester simplement moins x, et voilà, puis là. Donc si je regroupe celui-là avec celui-là, il va me donner ce résultat-là. Ça veut dire égal à cette quantité, P θ moins 1 moins x, multiplié par ceci. Donc maintenant, je passe à la dérivée pour chercher la solution de maximum de vraisemblance. Donc j'ai dérivé par rapport à θ, partielle par rapport à θ, donc le dérivé logarithmique, c'est f' sur f, voilà. Et si je remplace f' ici par cette quantité, et f il est là, donc évidemment je simplifie, il me reste simplement ceci. Voilà, xi, il ne faut pas oublier, xi est là. Donc si je fais la sommation, donc celle-là c'est une constante, j'aurai np θ moins 1, et ceci je le laisse comme ça, comme il est. Donc si j'annule la dérivée, dans ce cas, θ chapeau, ça veut dire, maintenant on change le θ qui est ici, le fait que je mets 0, ça veut dire c'est celui c'est la solution de l'équation. Donc c'est pour cela que j'ai changé directement. Donc je mets ça est égal à 0. Donc voilà ce qu'il me donne. Ce qui implique θ, donc là, celle-là je le passe ici. θ moins 1, chapeau, est égal à 1 sur P, 1 sur N, la somme de ceci. Et ceci n'est autre que x bar. Donc, on va inverser évidemment. θ chapeau est égal à P sur x bar. Donc c'est la même solution qu'on a trouvée dans le cas de moment, mais il faut, pour s'assurer, il faut en plus vérifier que la dérivée seconde, si je fais la dérivée seconde, elle est là. Je dérive par rapport à θ, donc je trouve moins, donc ça c'est une constante part, et ça, donc moins n, donc ici, le moins qui va venir avec ça, moins n θ p θ moins 2 au carré, qui est inférieur à 0, le fait que ces quantités sont tous positives. Pour toute θ, évidemment, différent de 0, du fait que ça est dénominateur.
Donc on aura θ chapeau est égal à P sur X bar est un estimateur du maximum de vraisemblance. Donc, exemple 2, on suppose cette fois-ci que la densité de la variable x suit une loi dite de Weber donnée par cette quantité-là. On trouve ici la solution. Voilà une solution. Mais seulement, il faut faire remarquer que θ chapeau est ici et la même chose ici. Qu'est-ce qui se passe ici, dans ce cadre-là, qui n'admet pas de solution explicite. Qu'est-ce que veut dire explicite? Ça veut dire que je ne veux pas isoler θ chapeau dans un côté. Si je mets, voilà, si j'ai θ chapeau, mais aussi θ chapeau est ici, donc ce n'est pas explicite. D'où la nécessité d'introduire une procédure numérique, donc ici on va faire qui permet de trouver ou d'approcher, soit de trouver la solution exacte, soit d'approcher la solution de cette équation. Voilà. Propriété, voilà. J'ai déjà signalé que la méthode de maximum de vraisemblance possède son intérêt et le fait qu'elle possède plusieurs propriétés, et voilà les propriétés qu'elle possède. S'il existe un estimateur efficace, non biaisé de θ, non biaisé de θ, alors il sera donné par la méthode de maximum de vraisemblance. Vous voyez que la méthode de maximum de vraisemblance, si l'estimation est non biaisée, il est efficace. Voilà. Si θ chapeau est un estimateur de maximum de vraisemblance de θ et G est une fonction continue, alors, vous voyez, G de θ chapeau est directement θ chapeau, c'est un estimateur de θ. Alors, G de θ chapeau est un estimateur de maximum de vraisemblance de G de θ. C'est important. Hein. Je vais remplacer ici θ par θ chapeau. Il devient estimateur de maximum de vraisemblance. Si la densité de probabilité est de classe C2, si θ chapeau, l'estimateur de maximum est un estimateur de maximum de vraisemblance de θ, alors on a θ chapeau n, c'est-à-dire l'estimateur tend vers θ presque sûrement. N tend presque sûrement. Hein. Et θ chapeau ma espérance de θ, on suppose évidemment qu'il est biaisé. Hein. Racine de l'information du Fischer est asymptotiquement normal. Ceci asymptotiquement normal. Voilà. Les propriétés qui sont importantes. Estimation. Donc maintenant, on passe à l'estimation par intervalle de confiance. Pour donner une idée de l'intérêt de cette méthode, on propose deux échantillons d'une même variable x normale de 1. Donc on a un échantillon, deux échantillons d'une même variable. De taille respectivement, le premier échantillon est de taille n égale à 20 et le deuxième est 35. On a obtenu ces échantillons par simulation en utilisant un logiciel statistique. Donc le résultat qu'il nous a donné, hein, j'ai fait moi-même la simulation, pour le premier échantillon, on trouve x bar 1 est égal à 2,225. Et pour le deuxième échantillon, je trouve cette quantité 1,882. Ce qui veut dire quoi? Que l'estimateur ponctuel dépendra beaucoup de l'échantillon mis à notre disposition. Donc ici, premier échantillon, l'estimateur, si vous voulez, de la moyenne, x bar c'est un estimateur d'un moyen. Donc on remplace m par cette quantité-là. Si par hasard j'ai un autre échantillon, j'aurai une autre valeur que j'estime la moyenne m, qui évidemment on estime la moyenne m, c'est un estimateur, on a des nombres biaisés, donc c'est un bon estimateur et qui est convergent. Donc je remplace m par cette valeur-là. Donc voilà, une fois que je l'ai remplacé, si j'ai un échantillon, je le remplace par celui-là. Si par hasard j'ai un autre échantillon, je le remplace là. Donc m, chaque fois, dépend de l'échantillon. Voilà. Hein. Ce qui veut dire que l'estimateur ponctuel dépendra beaucoup de l'échantillon. De l'échantillon mis à notre disposition. D'où, voilà l'idée, l'intérêt de déterminer un intervalle. Hein, on va déterminer un intervalle
centré, hein, ça veut dire il y a même longueur de deux côtés, hein, par rapport à, évidemment, aux paramètres, par rapport à ceci, si vous voulez. Centré, dans lesquels on espère qu'il contient la vraie valeur de paramètres inconnus, avec une probabilité égale à 1 moins θ, fixée d'avance, a priori. Fixée d'avance, on le dit a priori. En statistique, on dit a priori, le fait que alpha, on les fixe d'avance. C'est alpha qu'on fixe d'avance, en général, soit à 5%. On peut donner autre valeur, mais en général, je parle de général. Voilà le principe général de la méthode. Donc, je vais expliquer ici le principe général, et puis on verra des estimateurs usuels, ça veut dire ceux qu'on va rencontrer, hein, dans nos exercices. On vous donne tout de suite tous les cas possibles qu'il faut apprendre par cœur, ces méthodes-là, évidemment, ces possibilités-là on va voir tout de suite après. Donc, principe général de la méthode. Donc, voilà le principe général, c'est ça qu'on va reprendre chaque fois qu'on fait un test. Le principe qu'on suit, celui-là, que vous voyez là. Celui-là qu'on voit, c'est le même, identique, pour tous les estimateurs. Hein. Donc, soit θ, un bon estimateur, bon, je mets entre guillemets bon estimateur ponctuel de θ, était une statistique de loi probabilité P de T connue. Donc, la loi de T est connue. C'est une loi normale ou du student, de qui de connue. On verra pourquoi. Qui dépend de θ. Voilà, il dépend de θ et θ chapeau. Donc, cette quantité-là, la statistique dépend des deux. Dépend de I, celui-là et celui-là. Évidemment, aussi de N, hein, évidemment. Le principe général pour déterminer l'intervalle de confiance est le suivant. Voilà. Étant donné le risque d'erreur, donc ça, je le fais, la probabilité que T, voilà la définition, le risque, c'est un risque. Ça veut dire la statistique, ça peut être extérieur avec une probabilité très petite, en général on prend 5%, hein. Donc alpha est égal à P, K, T n'appartient pas à cet intervalle qu'on va trouver. On va préciser tout de suite comment on va calculer ces deux-là. Et connaissant la loi de P, de T, P indice T, de T, on déterminera le nombre réel, ceci et ceci. Tel que. Du fait que je connais la loi de probabilité, je peux calculer cette quantité. Donc, étant donné que je donne cette valeur-là, cette probabilité, je vais la donner, hein, on verra comment on le calcule. Hein. On aura alpha 1 et alpha 2 est égal à alpha. En général, on prend alpha 1 est égal à alpha 2, c'est alpha 1 est égal à alpha 2, est égal à alpha sur 2. Donc, si par exemple, je prends ça, alpha est égal à 10%, par exemple, donc alpha 1 et alpha 2 est égal à 5%. 10%, je divise par 2, donc ça fait 5%. Donc, si je connais la loi de ceci, hein, et je connais ceci, ça veut dire que je peux déterminer ceci qui m'intéresse ici. Donc là, cette formule-là et cette formule-là sert uniquement à déterminer ces deux valeurs-là et celui-là. Ça sert à calculer ceci. Donc, ce qui donne qu'on aura cette quantité-là, T. Donc ça, c'est T n'appartient pas, c'est alpha. T appartient à l'intérieur, c'est 1 moins alpha évidemment. De fait que la somme, celle-là plus celle-là est égale à 1, doit être égale à 1. Donc, la probabilité que T soit à l'intérieur de cet intervalle est égale à 1 moins alpha. Si la statistique est symétrique, on choisira alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha sur 2, est égal à la probabilité que T soit supérieur ou égal à mu de alpha 2 est égal à la probabilité que T est inférieur à alpha mu de 1. Et on aura mu de alpha 1 est égal à moins mu de alpha 2. Donc ça, c'est le principe général. J'ai essayé d'expliquer. L'essentiel, c'est que, connaissant la table et connaissant alpha 1 et alpha 2, quand j'ai dit
en général, on les choisit, c'est la moitié, ça veut dire c'est alpha sur 2. Hein. Alpha, on la connaît. Alpha 1 et alpha 2, c'est alpha sur 2. Donc, connaissant cette quantité, hein, je peux, grâce à la table statistique qu'on utilise nous, dans les exercices, grâce à la table statistique, je peux déterminer cette quantité-là. Voilà. Après, je vais expliquer comment extraire le paramètre qui nous intéresse. On le verra dans les exemples, le paramètre, comment l'extraire. Hein. Ça, on le verra après. L'essentiel pour le moment, c'est comment calculer cette constante-là et celle-là. Je viens de dire que connaissant la loi hein, de ça, et connaissant cette valeur-là, je peux déterminer ces deux constantes-là qui nous intéressent, on aura ceci. Après, une fois qu'on a ça, je le connais, hein, je connais un mu de alpha 1 et mu de alpha 2, je n'ai pas besoin de probabilité. J'élimine les probabilités, j'en ai pas besoin, et je travaille simplement sur cette partie-là. On verra ça tout de suite après dans la méthode usuelle. Hein. Et puis, on va isoler θ qui nous intéresse, qui sera entre les deux bornes hein, dans cet intervalle. Voilà, je viens de dire que c'est quoi mu de alpha, cette quantité-là pour le graphe. Donc, estimation usuelle, ça veut dire l'estimation des certains paramètres hein, usuels qu'on rencontre souvent. Estimation de la moyenne, K de la loi normale. Ici, on suppose que θ est inconnu. Bon, on verra tout de suite comment on va supposer. Donc, K de la moyenne de la loi normale. La loi normale est bien définie qu'avec ces deux paramètres, la moyenne et l'écart type. Ça, c'est l'écart type. La moyenne empirique x bar est le meilleur estimateur de M. Ici, si vous voulez, M, c'est θ ici. Voilà. Donc, j'applique le principe qu'on a dit ici. Pardon, je reviens en arrière. Voilà. On a dit que θ chapeau est un bon estimateur de θ. Donc, pour nous, pour la moyenne, si M, si θ est égal à M, hein, nous aurons x bar. Ça, x bar, va jouer le rôle de x bar. Et je veux apporter une statistique qui dépend de ça et ça. Bon, vous verrez ça, on applique ici, voilà. Donc voilà le meilleur estimateur empirique, hein, x bar, enfin, la moyenne empirique x bar est le meilleur estimateur de θ. Et on sait que la statistique T, voilà la statistique que vous voyez là, elle dépend de M et θ, hein, évidemment, et l'échantillon N, bon, il dépend ces deux-là. Il dépend, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, il dépend de θ et θ chapeau, hein, qui est ici, c'est M et x bar et M. Celle-là est supposée connue ici. Hein. Voilà, qui suit une loi normale. Celle-là, on sait qu'il suit une loi normale. Dès lors, pour alpha donné, on déterminera mu de alpha sur 2, de fait que c'est la loi symétrique, donc c'est mu de alpha sur 2, à partir de la table de la loi normale. Et on pourra alors dire, donc voilà, ceci est inférieur, est égal à 1 moins alpha, alpha sur 2, hein, ce qui implique cette quantité-là, ça veut dire une fois que je détermine à partir de la table cette quantité, moi je n'ai pas besoin de toute la formule, ça fait, une fois que je fixe ça, c'est tout, hein, vous aurez cette quantité-là. Donc là je dois isoler mon M. Le M qui nous intéresse, je dois l'isoler à l'intérieur, les autres je vais les faire sortir. Comment faire? Donc je commence par ces deux constantes-là, hein, voilà. Donc celui-là, je l'ai passé ici, puis ça, je divise par ça. Moins alpha, racine de n, mu de alpha sur 2, etc. C'est la même chose ici, ici, moins, c'est bon. Donc, pour isoler m, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais multiplier par moins 1, des deux côtés. Donc ça devient plus. Ça devient, évidemment, j'inverse ici comme ça. Ici, moins, ici, plus, je fais comme ça, normalement. Tu parles. Puis, donc ici j'ai dit moins, donc je vais faire passer
ou bien, si vous voulez, comme vous voulez. Donc, je vais faire passer, ou bien j'ajoute, je fais plus x de tous les côtés. Ici, on avait normalement moins. De fait, ce que je fais moins, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, j'ajoute ici moins x bar, moins x bar, moins x bar. Donc, oui, non, x bar, x bar. C'est x bar, x bar. Ici, on avait moins, ça veut dire ça va partir avec ce x bar qui est là. Donc, ici, je vais x bar, x bar, x bar. Ici, il y avait normalement moins x bar. Avec x bar que je viens de faire maintenant, de faire entrer, ça veut dire ça, ça partir, et c'est plus. Et là, on aura évidemment ça sera supérieur, mais avec la positive. Donc, j'ai simplement inversé les choses. Donc, je reviens, je trouve cet intervalle. M y compris entre ces intervalles-là, qui est centré de fait qu'on a x bar moins cette quantité, x bar plus cette quantité. Donc, il est centré. Par conséquent, l'intervalle de confiance cherché est le suivant. Ça, évidemment, je peux faire comme ça, normalement, de fait qu'il est strict. On va faire comme ça. Comme ça. Variance, bon, ici, variance connue. Ici, on suppose que la variance connue. J'ai déjà signalé, mais elle est variance connue. Bon, voilà un exemple. Pour l'échantillon 1, qu'on a vu là tantôt, on a N1 est égal à 20, sigma est égal à 1, x bar est égal à la quantité qu'on a vu là, ainsi si alpha est égal à 0. Là. Après la table statistique, on a 1 moins alpha sur 2 est égal, voilà comment on va lire ça en statistique, 1 moins alpha est égal à 1 moins le fait que alpha est égal à 5%, donc je divise par 2, donc c'est alpha sur 2 est égal à 0,025, donc je fais la différence et je donne cette quantité est égale à ceci. Donc si je regarde la table, ceci, dans cette table-là, c'est la table, je le trouve ici. Moi, là, je l'ai mis simplement en couleur pour vous dire, bon, cette quantité elle est là. Donc c'est là, je trouve cela. Donc ça veut dire quoi? Pour lire ça, donc pour trouver là, donc c'est 1,9 et puis j'ajoute le 6 qui est là, voilà, c'est 1,96. Hein, donc 1,9 plus 0,06. D'où l'intervalle de confiance sera ceci. Hein, donc maintenant j'applique directement. Si je remplace, donc l'intervalle de confiance il est là. Bon, évidemment, j'ai déjà signalé qu'il sera ouvert. Hein. C'est pas la peine que je reprends le diapositive. Je vais vous le mettre dans la documentation. Je vais inverser ceci. Hein. Donc là, c'est x bar moins cette quantité-là. Si je remplace ceci, je trouve cette quantité. Avec le deuxième échantillon, on a le même travail. Simplement ici, c'est le même intervalle, et le même mu, le fait que le même niveau, on a gardé le même niveau. Je veux changer simplement le n avec 35 et x bar avec 1,885. Je trouve cette quantité-là. Donc l'intervalle, il est là. Évidemment, les deux intervalles sont différents, mais il y a une chose, on remarque que le deuxième intervalle, celui-là, est inclus dans le premier intervalle, et que N1 est inférieur à N2. Donc ici, on avait 20, N1, ici, on avait 20, N est égal à 35. Ça veut dire, tant que N s'agrandit, notre intervalle devient petit. Donc l'intervalle dans le... Ce qui veut dire que la précision augmente avec N. Hein? Donc l'intervalle, ça raccourcit quand N tend vers plus l'infini. Tant que l'échantillon est grand, on raccourcit notre intervalle. Donc on voit ici la même chose, les mêmes procédures, ça reprend la même chose. Hein. On utilise ici, donc ici, la variance sigma, toujours pour l'intervalle de confiance de M, mais supposons que sigma au carré est inconnu. Qu'est-ce que je veux faire? Je le remplace par S. Ici, j'utilise cette statistique, si vous voulez. Je remplace, mais j'utilise cette statistique. Donc, on utilise ici la statistique x bar moins m sur s, etc., racine de n-1, qui suit une loi de Student de n-1 égale liberté. Dès lors,
pour alpha donné, on peut trouver la valeur, la même chose par la table de statistiques. Je peux trouver ceci. Hein, je peux trouver ceci. Et évidemment, une fois que je trouve ça par la table statistique, bon, je savais, j'élimine le truc là, et j'aurai ça. Et la même chose, je veux isoler M qui m'intéresse à l'intérieur, je trouve cette quantité. L'intervalle de confiance, il est là. C'est la même démarche. Hein, la même démarche. Il faut simplement savoir que si je veux déterminer, voilà, ici, je reviens là, pas de problème. Voilà. Si je cherche un intervalle de confiance pour la moyenne avec sigma connu, j'utilise cette statistique-là, vous voyez là, on arrive à cet intervalle de confiance. Évidemment, dans les exercices, je veux vous montrer comment on va faire. On va faire un petit peu, on va utiliser cette formule, puis cette formule, puis là, bon, on verra ça, comment on va faire. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de choisir la meilleure, la bonne statistique. La bonne statistique. Hein. Il faut qu'on a, si M qui nous intéresse, inconnu, le paramètre inconnu, et sigma est supposé connu, alors j'utilise cette statistique. Si toujours je cherche l'intervalle de confiance de M, mais si j'ai sigma au carré inconnu, j'utilise cette statistique. Voilà. Puis j'arrive, c'est la même procédure, mais j'arrive à cet intervalle. Ce qui diffère, c'est la statistique utilisée, mais la démarche est la même. Bon, si n est supérieur à 30, et grâce au théorème central limite et le théorème de Slutsky, on peut admettre que les deux procédures précédentes restent encore valables, même si l'échantillon n'est pas normal. Bon, là, j'ai déjà justifié ça. Donc, estimation de la variance, cas de la loi normale. Cas de la loi, estimation de la variance. On a parlé là tantôt de la moyenne, maintenant, on va voir l'estimation de l'intervalle de confiance pour la variance. Évidemment, toujours pour le cas de loi normale. La moyenne M connue, on suppose, première chose, A, M connu. On cherche l'intervalle de confiance de la variance, ou bien l'écart type, c'est la même chose, donc on a θ est égal à sigma. Pour le meilleur estimateur de θ au carré, et l'estimateur non biaisé, hein, celui-là, ici on a M. Le fait que M est connu, donc je la remplace. Je ne vais pas faire x bar, je vais faire M. Celui-là suit la statistique, donc ça, c'est celui-là, qui est égal à ça, hein, suit une loi de qui 2 à n degrés de liberté. Hein, c'est pas n-1, mais c'est n degrés de liberté. Dès lors, pour alpha 1 est égal à alpha 2, hein, donné, on peut trouver dans la table là, la table de qui 2, le degré de liberté, celui-là, lambda 1 et lambda 2. Hein, égal à ça. Voilà. Dès lors, voilà. Voilà le graphe. Il n'est pas symétrique ici, le qui 2, mais bon, en général, même s'il n'est pas symétrique, je prends alpha, le alpha, pardon, il est ici. Hein. Donc alpha 1 est égal à alpha sur 2. Ça, je ne l'ai pas marqué ici, mais on peut, le fait qu'on a, on a une équation à deux inconnus, hein, on ne peut pas résoudre à partir de là cette équation, on a deux inconnus, donc on peut prendre par convention, même s'il n'est pas symétrique, alpha 1 est égal à alpha sur 2, et alpha 2 est égal à alpha sur 2, tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on trouve les quantités là, on va les remplacer là, et puis on isole toujours, on trouve cet intervalle de confiance. Donc moyen M inconnu. On a M ici, toujours pour la variance, mais ici on suppose que M est inconnu. Donc on a M est inconnu, donc on va le remplacer par x bar. On va remplacer M par x bar dans θ chapeau. Ce qui donne la statistique. Soit on utilise la statistique modifiée, voilà. On peut utiliser l'un des deux. Bon, celui-là c'est le meilleur. C'est l'un des deux. De toute façon, la formule est la même. Or, on sait que la statistique, cette statistique-là, suit une loi. Donc tout ça, on l'a fait dans le premier chapitre. J'ai déjà dit que l'intérêt du premier chapitre, c'est on a des résultats qu'on utilise ici. Hein.
suit une loi du qui de n moins un degré de liberté. Hein. Par conséquent, l'intervalle de confiance cherché est ce que vous voyez là. C'est la même démarche comme avant. Je n'ai pas la peine que je reprends chaque fois. Voilà. Estimation d'une proportion. J'ai déjà parlé de cette proportion, la même chose dans le premier chapitre. Hein. La fréquence f est égale à x sur n suit asymptotiquement une loi, j'ai déjà expliqué hein, dans le premier chapitre, suit asymptotiquement une loi normale, donc asymptotique quand n tend vers plus l'infini, hein, le paramètre p, racine de p, 1 moins θ sur n. Mais, évidemment, si je laisse ça, cette p ici à l'intérieur, la solution ne sera pas explicite. J'ai déjà parlé d'explicite. Qu'est-ce qu'on va faire? On utilise une technique, grâce au théorème de Tversky. Donc on a ceci, cet estimateur-là, converge en probabilité, ça veut dire j'ai remplacé f par la fréquence. Hein. Ici, pas ici. Ici, on la laisse comme paramètre. Mais tout simplement, on va la remplacer ici. Tout ça, j'ai déjà dit, pour que on aura une solution explicite. Hein. On peut garder ça, mais on aura une solution non explicite. Donc, on fait une approximation de la variance. Donc là, ça. Donc, d'après le théorème de Tversky, on aura f moins son espérance, c'est ça, sur sa variance. Je l'ai remplacé par celui-là. Donc, tend vers, asymptotiquement normal, sans réducte. Donc la même chose, on utilise la même démarche, on retrouve l'intervalle de confiance. Voilà. La seule chose qui est différente ici, c'est que je remplace la variance par la variance empirique en s'appuyant sur le théorème de Tversky. Pourquoi? J'ai déjà dit que pour qu'on puisse isoler, hein, voilà, ici on peut isoler. Hein. Si on avait ici P, je ne peux pas trouver P à l'intérieur. Bon, ici on peut l'isoler, hein, on peut lui laisser que P à l'intérieur. Si j'avais laissé P ici, donc je ne peux pas trouver, isoler ceci. C'est pour cela qu'on a fait cette technique-là. Exemple, soit un échantillon de taille n, égale à 100, une proportion estimée f est égale à 0,6. Quel est l'intervalle de confiance? Quel intervalle de confiance qui donne une confiance de 0,9. On a ici 1 moins alpha est égal à ça, donc alpha est égal à 0,01, 0, ici il y a une virgule, 0,1, pardon, et alpha sur 2, ça veut dire ça, je divise par 2, j'aurai 0,05. Donc, on a déjà vu, dans ce cas, mu de alpha sur 2 est égal à cette quantité-là. Donc, l'intervalle de confiance, il suffit de remplacer, on trouve cette quantité-là. Et c'est tout. Je m'arrête ici. Merci pour votre attention.